Amis de TVADP, bonjour. Alors, nous voilà donc dans une nouvelle émission de la mafia des tribunaux de commerce. C'est quoi? Avec une invitée que je vais bientôt appeler. C'est une charmante dame qui habite dans la Sarthe, donc qui se surnomme, non, enfin, son prénom, c'est Martine. Alors, est-ce que Martine, elle est là pour nous parler de son affaire? Bonjour Martine. Bonjour Christophe. Bon, Martine, aujourd'hui, on va parler on va dire, d'un enchaînement d'événements qui te concernent et qui touchent aussi les dysfonctionnements des tribunaux de commerce, mais dans un monde qui est plutôt le monde agricole, avec des complicités. Alors, ça fera un complément d'information par rapport à une autre émission que j'ai fait sur mon autre playlist d'émissions qui s'appelle Le Puzzle de la Vérité et qui parlait du monde agricole en général. Alors, tu vas nous dire comment t'en es arrivé à créer ton activité et qui tu es, où tu habites, enfin, quelques petites généralités. Et après, je te laisse raconter la vérité de ce que les gens doivent savoir. Allez, vas-y, Martine, c'est à toi. Alors, en 2014, j'ouvre une chèvrerie, donc en tant qu'éleveur et producteur. Donc, je suis déclarée en tant que cotisant solidaire. Donc, je l'ouvre effectivement avec 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai travaillé en entreprise. Je me suis fait licencier. Et donc, effectivement, j'ai touché des indemnités de licenciement que j'ai réinjectées en partie dans cette chèvrerie. C'est une toute petite structure, donc cotisant solidaire, une vingtaine de chèvres, 21. Et voilà, donc pendant un an, j'ai donc été cotisante solidaire. Et à partir de 2015 à peu près, on m'a passée en exploitante agricole. Par quel miracle, je n'en sais rien. Alors, attends, est-ce que tu as une documentation qui t'a averti de ça ou tu n'avais rien du tout? Ah non, je n'ai rien du tout. Donc, alors, on change de statut, mais tu n'as aucun document administratif, c'est ça? Je n'ai absolument rien. Donc, alors, continue, on va voir, parce que ça va avoir une incidence. Alors, en fait, il y a deux histoires en parallèle, puisque, en fait, c'est deux histoires en parallèle, mais qui vont se regrouper. Donc, je vais être obligée de dire les deux histoires en parallèle. Mais pour que les gens comprennent, tu as tout intérêt. Vas-y, raconte ton histoire telle qu'elle est, telle que tu l'as vécue. D'accord? Donc, décembre 2014, j'ouvre cette chèvrerie. Donc, effectivement, n'étant plus en entreprise, je n'ai plus le même salaire. Ouais. Donc, moi, j'interviens au niveau des différents organismes prêteurs, dont, puisque j'ai ma maison, il me restait encore 4 ans à payer cette maison. Donc, il est bien évident que les échéances que l'on payait à l'époque où j'œuvrais en entreprise, je ne pouvais plus les assumer en tant que moi, chef d'entreprise. C'est pas possible. Est-ce que là, par exemple, tu as eu une période où tu as négocié avec ta banque pour réduire l'échéance? C'est là où je voulais en venir. D'accord. J'appelle ma banque, elle ne voulait pas me recevoir. Ah bon? Non. Alors, il faut savoir que mon mari, m'ayant coupé les vivres du fait que j'ai quitté l'entreprise, je pense bien que le banquier ne voulait pas soit couper pour les deux ou parce que eux, ça les intéresse pas, les banquiers. Mon mari était à l'époque en entreprise, lui, mais moi, je n'avais plus mon salaire. Donc, j'imagine bien que dans leur tête, ça a dû tourner. Donc, il n'a pas voulu me recevoir. Mais attends, parce que là, pour que les gens comprennent, vous étiez mariés, donc oui. Il y avait un prêt qui était un prêt solidaire, en fait. Tous les deux, vous aviez… Hein? Tout à fait. Tout à fait. D'accord, donc ça pour que les gens comprennent bien. Donc, vous aviez fait un emprunt tous les deux pour financer la maison. Tu nous dis à l'antenne qu'il restait 4 années de paiement, mais ça veut dire que tu as déjà payé pendant pas mal d'années. Ah oui, oui, oui. C'est un emprunt que j'avais sur 15 ans. D'accord, voilà. Oui, c'est important à dire, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà plus de 70% qui étaient réglés. Ah bah oui, 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 oui. D'accord, non, mais c'est important. Vas-y, continue. Donc, moi, dans l'idée,
c'était de voir avec le banquier si on pouvait diminuer les échéances à hauteur du revenu du moment et non plus de ceux qu'on avait contractés, nous, quelques années auparavant, et de rallonger le temps d'échéance, quoi. D'accord, mais ça pouvait se faire sans problème, en fait. Oui, sauf que eux, alors, ils ne me l'ont pas dit textuellement puisqu'ils n'ont jamais voulu me recevoir, mais du fait que mon mari m'a coupé les vivres, il voulait peut-être pas se retrouver avec quelqu'un en tant que chevrière, hein, et sans doute un revenu qui ne serait pas linéaire, et comme tout le monde qui se met à son compte, les salaires, ça va en haut, en bas. Donc, alors en parallèle, moi, j'avais donc été au CIL, ce qu'on appelle voir un crédit d'action sociale pour voir ce que je pouvais faire. Là, on m'a répondu qu'il y avait des possibilités, mais sous prétexte que j'étais soi-disant exploitante agricole, ben, que mon statut bloquait. J'ai fait appel à un courtier. J'ai eu la même réponse. Mon statut ben, bloquait. J'ai appelé la Banque de France qui m'a répondu que comme je n'avais pas de problème d'argent, ben, qui ne ferait rien et que mon seul recours, ce serait ma banque. Alors, or, la vente, c'est-à-dire la vente, c'est-à-dire non, pas la vente. Le seul recours, c'était la banque. Ah, la banque. Mais alors, attends, parce que pour que, là, moi, je me mets à la place des internautes et la question que je me pose, le prêt, il était financé par vous deux en tant que couple, oui. Mais vous aviez chacun une part ou c'était une échéance, une seule échéance, ou c'était une échéance qui était coupée en deux? Non, non, c'était classiquement une échéance pour le couple. D'accord. Donc là, tu m'as expliqué hier qu'il y avait eu un divorce, mais le divorce, il est intervenu après alors? Le divorce, il est en cours en ce moment. Il est en cours, d'accord. Donc c'est simplement qu'il y a pour l'instant une tentative de négociation pour faire baisser l'échéancier, point barre. Voilà. Hein, okay. Voilà. Donc, le banquier ne voulant ni me recevoir ni au téléphone ni en présentiel, je suis donc allée, moi, au niveau de la médiation, au niveau du service client, pour les obliger au moins à me recevoir par téléphone, en vain. Ça n'a rien donné. Donc, monsieur, lui, et je le comprends, il ne pouvait plus lui assumer, lui, tout seul, puisque moi, j'étais donc chevrière, mais je n'avais plus mon salaire de base, celui que j'avais moi en entreprise. Donc lui ne pouvait plus non plus assumer. Donc il a arrêté de payer. En partie, il pouvait plus. Et donc moi, j'ai tapé un peu à toutes les portes pour justement dégraisser ce prêt-là. Donc impossible. Et le banquier, lui, n'a pas manqué d'envoyer les dossiers contentieux. Redressement, enfin, ça s'est enchaîné. Alors, pour que les gens aient une visualisation comptable, d'accord? Vous aviez avec ton mari emprunté combien et combien vous donniez par mois et qu'est-ce qui restait à régler? Tu as une idée ou pas? Alors, moi, c'était un prêt-vente puisque j'avais une maison dans un autre département. J'avais été mutée, on avait été muté. Et en fait, on avait fait un pré-vente. On avait mis notre maison dans l'autre département en vente et on avait racheté celle-là. Ça veut dire qu'il y avait l'un des prêts en suspens, mais ça, c'était réglé en fait. Donc, ça a soldé une partie du prêt en fait. Oui, voilà. Enfin, on avait monté le dossier pour que tout passe, puisque cette maison-là, actuellement, je l'avais pris que sur 15 ans. D'accord. Et donc là, au-delà de l'apport qui était autofinancé par la vente de l'autre maison, d'accord, oui. Parce qu'il y avait cette partie-là, vous aviez un prêt avec un échéancier sur 15 ans, mais cet échéancier-là, il avait été déterminé par la banque. Tu avais 15 ans avec tant d'échéances par mois. Exactement. D'accord. Donc, sur 15 ans, vous avez payé 11 années et il en restait 4. Voilà. Donc, ce qui serait important pour que les gens comprennent, c'est entre la valeur du prêt, si tu as payé 11 années sur 15, c'est qu'il y avait déjà une grosse partie qui avait été réglée. Donc, il reste un solde. Donc, alors, je vais donner le solde. Hein, j'ai rien à cacher. Il restait en solde net 57 000 €. À régler. D'accord, ok. D'accord. Donc, ça, c'est précis. Ok. Donc, il pouvait tout à fait réduire les échéances et allonger la durée du prêt. Et ça passait.
Tout à Et fait, ça tout à fait. Ouais. Donc ça n'a pas été fait. Et étant donné qu'il y a eu de gros problèmes au sein du couple, eh bien, bon, la banque n'a pas voulu s'engager très certainement. Et moi, pour le coup, j'ai laissé tomber. J'ai dit, j'en ai marre. J'en ai marre. Sinon, pour revenir sur l'histoire de la MSA, en fait, pendant les 4 ans, je n'ai jamais eu d'appel de cotisation. Je n'avais aucune dette en ce qui concerne cette chèvrerie. Aucune, puisque moi, j'avais eu mes indemnités. J'avais construit cette chèvrerie. On l'avait fait, nous, ensemble. Il n'y avait aucun prêt pour cette chèvrerie. Elle a été totalement financée par mes indemnités journalières de licenciement. D'accord. Donc, en fin de compte, il n'y a vraiment qu'un litige, c'est sur le solde du prêt de la maison. Point barre. Exactement. Et là, la suite, ça va donner quoi alors du coup? Alors, en fait, on se retrouve, donc c'est parti en saisie-vente. De toute façon, c'est un peu, tous les dossiers sont partis un peu partout. Enfin, sinon, je vais y revenir sur la MSA pour ne pas… Oui, parce que normalement, il n'y a pas de lien entre votre maison et l'activité. Il n'y a aucun lien. Ben, non, si ce n'est que l'activité était effectuée sur les sols de la maison. C'est-à-dire… Oui, mais je veux dire, comment dirais-je, l'activité, elle est déclarée. Tu avais ce qu'on appelle un cotisant solidaire. Voilà. Mais eux, comme tu n'avais pas fait d'emprunt auprès d'eux, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien du tout. Non. Il faut bien que les gens comprennent ça, d'accord? La seule dette que eux estiment, c'est la cotisation sociale qui n'a pas été payée. Or, pour payer une cotisation, il faut avoir un appel de cotisation. D'accord. Et ça, c'est important parce que, justement, tu n'en as jamais eu. J'en ai jamais eu. Donc là, ça veut dire qu'ils savent où tu habites. Ils ont ton adresse. Ils savent que tu étais cotisant solidaire. Ils savent que tu étais cotisant solidaire. Oui. Ils modifient ton statut en exploitant agricole sans te prévenir, sans t'envoyer de documents administratifs. Alors, là où je pense que ça a changé, c'est que la conseillère sociale de la MSA, Madame Vresniak, est venue chez moi. Oui. Pour finaliser les papiers auprès de la MSA. Et elle me demande au niveau de mon terrain. Donc, je lui dis qu'il n'est pas exploité, puisque je suis dans une zone marécageuse, donc il est inexploitable. Donc, je lui dis que je confirme, je certifie qu'il est à titre de prairie et non exploité. De toute façon, moi, j'en ai pas les moyens et je ne peux pas. D'accord. Donc ça, c'est écrit et c'est rédigé par elle. Alors, c'est écrit sur un papier volant quand elle est chez moi. Elle me demande aussi le nombre de bêtes. Bon, ça, logique. Elle me demande aussi de lui dire de ce que je fais dans ma journée et combien de temps ça me prend, par exemple pour la traite, combien de temps ça me prend, pour la fabrication, combien de temps ça me prend, pour l'alimentation des animaux, combien de temps ça me prend. En fait, elle voulait voir combien de temps tu passais par jour sur tes bêtes, en fait. Voilà, enfin, sur les bêtes et la production, parce que c'était éleveur et producteur. Parce que eux, ça va leur donner une idée. En fait, comme ils ne peuvent pas avoir… Alors, ça, c'est ma conviction. Comme ils ne peuvent pas avoir un exploitant agricole d'office, puisque pour ça, il faut avoir… c'est un forfait au niveau des terres et que je ne les ai pas. Pour avoir un statut d'exploitant agricole, en fait, il faut avoir un certain nombre d'heures. Elle a pris les nombres d'heures et elle les a transformés. Et ça y est, j'ai compris comment elle avait fait pour transformer ton statut. Voilà. Mais pas que ça, puisque quand j'ai reçu, on va y venir après, quand j'ai reçu les papiers comme quoi j'étais en liquidation judiciaire 2 ans et demi après avoir fermé ma chèvrerie. Alors attends, parce que
pour que les gens comprennent. Madame Verzignac, là, Verzignac, elle était venue te voir, elle était venue te voir en quelle année? Au début de ton activité? Oui, oui, oui. 2015, début 2015. Non, pardon. Fin 2015. Fin D'accord. 2015. Et toi, pour que les gens comprennent le cheminement de la chose, tu as eu une activité de 2014 jusqu'à quand? Tu as arrêté quand? Décembre 2018. Donc, ça a duré 4 ans. Voilà. Tu as arrêté de toi-même ton activité. Donc maintenant, pour que les gens comprennent, comment tu as fait la déclaration d'arrêter ton travail? Comment tu as fait? Eh ben, j'ai donc envoyé un courrier au centre qui s'occupe des activités, soit d'exploitante agricole, mais dans le milieu agriculture. J'en ai prévenu aussi la comptable, puisque j'avais une comptable. Et donc, en fait, à partir, on envoie cette radiation d'activité et ensuite, ça se dispatche. D'accord. Mais tu l'as fait par lettre recommandée, tu l'as fait administrativement, ça a été enregistré quelque part? Ah bah oui, oui, au truc… Je veux dire, on ne peut pas contester que tu aies arrêté ta société. Ah ben non, ça on ne peut pas contester. D'accord. Bon, déjà, ça c'est important pour les gens. Donc, non, parce que moi, j'ai bien reçu ma lettre de radiation d'activité. Donc, moi, je l'ai faite le 3 décembre. Je l'ai reçue le 28 ou 31 décembre. Je l'ai bien reçue. Donc, tout a été pris en compte. Donc, ça, c'est enregistré. Donc, tu as une radiation. Oui. Donc, voilà. Donc là, c'est la chose est entérinée. Toi, avec un tout petit parc de bêtes, 21, d'accord, et tu décides 4 ans après d'arrêter, d'accord. Et c'était toi qui avais fait les investissements, donc il n'y a pas de prêt, il n'y a rien du tout. On est d'accord? C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive derrière? C'est quoi qui arrive derrière? Alors, 2 ans et demi après. Alors ça, il faut qu'on explique pourquoi 2 ans et demi après. Hein. 2 ans et demi après. 2 ans et demi après, je reçois un coup de téléphone d'un liquidateur, un liquidateur judiciaire en me disant, voilà, votre dossier, il est en liquidation judiciaire, il y a un jugement de rendu, il faut qu'on se voit pour que vous preniez connaissance de ce jugement. Alors, là, je ne comprends pas. Comment s'appelle le liquidateur judiciaire? Madame Pascaline Goubard. Goubard. Donc, elle est liquidateur d'entreprise. Alors que toi, tu avais arrêté ton entreprise. Oui. Que tu n'avais pas de dette, tu n'avais pas de créance, tu n'avais rien du tout. Tu arrêtes ton entreprise. Oui. Et eux, ils décident de te liquider par un jugement. Oui. Donc là, j'explique aux auditeurs que c'est le début de la magouille des tribunaux, d'accord, entre les mandataires, d'accord, et surtout les magouilles qu'ils mettent en place pour pouvoir piquer les actifs des gens. D'accord? Ça, c'est une démonstration. Tu arrêtes ta société et là, tu n'étais même pas au courant qu'un jugement de liquidation avait été rendu. Or, un jugement de liquidation, pour qu'il ait lieu, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, pour nommer un mandataire, il faut qu'il y ait une ordonnance, d'accord? Une ordonnance qui nomme le mandataire judiciaire. Est-ce que tu disposes d'une ordonnance qui a nommé le mandataire judiciaire? Ah ben non, non. D'accord. Donc là, est-ce que tu avais ce qu'on appelle, parce que là, c'est un mandataire du tribunal de commerce que tu as vu? Oui. D'accord. Et normalement, tu étais inscrit au registre du commerce? Ah ben oui, obligatoirement, puisque je vendais des produits. Pour faire ton exploitation? Oui. Mais quand tu as fait ta radiation, tu n'avais pas de dette, tu n'avais rien, non, donc tu avais arrêté simplement ton entreprise. Ah ben d'accord. Oui. Alors, s'ils te liquident administrativement, ils arrêtent la société, toi tu faisais une radiation, eux ils décident de faire une liquidation. Est-ce qu'ils t'ont inventé des dettes? Celles de la MSA, dont les cotisations MSA. Voilà. Donc appel de cotisation que je n'ai jamais eu. Jamais. D'accord. Je ne vais pas les inventer. Est-ce que tu as un historique de la valeur qu'ils te demandaient? Alors, ça a tout le temps… Est-ce que tu as envoyé des ordonnances? Parce que, bon, il faut bien expliquer aux gens que tu n'as jamais reçu d'appel de cotisation. Jamais. Ah non. Et puis, je ne vais pas les inventer. Donc, la MSA, c'est déjà de la grosse merde pour faire des choses comme ça.
Alors, Hein, quand j'ai évoqué le problème que je n'avais pas d'appel de cotisation, ce qu'ils m'ont dit après, c'est que les cotisations, soi-disant, ils sont envoyés sur un service client propre, Internet. non, mais ça, c'est des à la magouilleurs. MSA. Mais Ça non, c'est de la perversité, c'est du mensonge, d'accord? C'est du mensonge. Qu'ils fassent ça, c'est une chose, mais ils ont l'obligation d'envoyer des courriers maintenant. oui, D'accord? mais de Tu toute t'es pas façon, prévenu. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir de l'informatique. Alors qu'ils non, arrêtent les mais conneries. de toute façon, à l'époque où je me rendais sur le service client, il n'y a jamais eu d'appel de cotisation, ni Donc même là, par là, Internet. Martine, tu es en train de nous expliquer que ce sont des menteurs professionnels. Ah bah, et D'accord? puis j'insiste. Voilà, ben on le dit, donc, mais ça, la MSA, c'est la MSA du Mans. Elle était au Mans, la Oui, MSA. oui, Tu oui, as un oui, oui. contact de personnes que tu as eues qui étaient complices de cette affaire-là? Ah ben, Parce que moi, quand tu. non, ben, la seule communicante, c'était Madame Vresniak au début, mais D'accord, alors ensuite, d'accord. Hein, donc, parce qu'après, tu peux avoir affaire à ce qu'on appelle une organisation franc-maçonne qui a un mauvais esprit. D'accord? oui. Ils sont souvent en complicité. Il y a les gens bien, la franc-maçonnerie, puis après, il y a la perversité et de la merde. J'espère que tu n'es pas tombé dans trop de merde dans cette affaire-là. Mais Ben, il faut faire attention parce que moi, j'ai les noms et j'ai la liste que je t'ai envoyée. Tous ceux qui sont dedans déjà. Hein. Donc là, ils ont changé ton statut. il faut quand même savoir que Madame Vresniak n'est que conseillère sociale. Ça veut dire qu'elle, elle remplit des papiers. Elle a fait pour moi une fausse déclaration en déclarant mon terrain en polyculture. Cependant, elle remonte les informations. Maintenant, D'accord. Non, mais elle a fait une fausse déclaration. Ah ben pour moi, je ne peux pas Alors, le justifier. Je n'ai pas de. alors moi, Je ne peux Martine, pas ce que j'essaie de comprendre, c'est que si elle est conseillère sociale à la MSA, pour qu'elle ait un intérêt à modifier les choses, c'est qu'elle doit toucher de l'argent. C'est qu'elle a des primes. Autrement, elle ne ferait pas ça si elle n'avait pas un intérêt. Donc, elle a fait ça par intérêt. C'est un intérêt personnel. Bon, en tous les cas, tout ce que je sais, c'est que sur le premier jugement que j'ai reçu, donc en mai 2021, cette dame se permet de dire au tribunal, parce qu'elle elle était invitée manifestement, que j'étais tellement omnubilée par ma chèvrerie que je n'écoutais pas ce qu'elle me disait. Ben, je suis désolée, cette Madame Vresniak, je l'ai eu une fois au téléphone, je l'ai eu une fois chez moi. Je ne vois pas en quoi elle aurait pu me conseiller, sachant que de toute façon, je considère et, que c'est elle qui a fait une fausse déclaration à ma place. Je n'ai Voilà. jamais déclaré faire de la Il faut bien polyculture. répéter. D'accord. Donc, Sur le jugement est déclaré que j'ai fait de la polyculture, alors que non, je n'ai jamais fait de la polyculture. Le terrain n'était, de toute façon, on ne pouvait pas. Et j'ai dit à cette Madame Vresniak qu'il était en prairie. d'accord. Donc là, on a affaire à un mensonge pour pouvoir justifier les cotisations qu'on te demande. Alors, Oui. le montant, c'était quoi qu'ils te demandaient, en fait? Alors, du coup, que tu n'as jamais reçu, mais tu as un montant. Alors, j'ai cru voir, parce en fait, eux, ils englobent tout. Alors, ça a changé à chaque fois. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, j'ai Alors, entendu. ça y est, attends. Parce que normalement, les cotisations, elles sont. Il y a un forfait trimestriel, je suppose, normalement. D'accord? Ou un appel de cotisation annuel. C'est comment que ça marche? Ah ben ça, j'en sais rien, j'en ai jamais eu. D'accord. Donc, on ne sait même pas. Bon, on va se renseigner. Je ferai intervenir un Je ami pense qui que ça connaît doit bien être la MSA et je, on fera un rapport avec des gens qui exploitent pour savoir, je te confirmerai ça, je comment un pense que appel de cotisation de la MSA. Hein, je pense que c'est annuel. Je pense que c'est annuel. d'accord. Mais c'est attaché à un chiffre d'affaires que tu fais normalement. Ce n'est pas une cotisation fixe. Eh ben non, c'est alors quand on fait nos déclarations, nous aux impôts du chiffre d'affaires, ben, la MSA reçoit des impôts et c'est calculé comme ça. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, il y a déjà des fraudes sur les déclarations qui ont été faites, sur ton Oui. activité et sur la fonction des terrains. D'accord? Donc là, on a déjà une. Mais ça va entraîner quoi encore derrière, Martine? Ah bah là, moi j'ai mis. Alors il y a eu l'amalgame de tout ça, donc là
là, en fait, ce qui m'a fait appeler là, pour sortir un peu de tout ça, c'est que déjà, moi, je ne reçois pas. Par exemple, ils me disent qu'ils m'envoient des courriers recommandés pour m'inviter dans les tribunaux. Moi, je ne reçois rien. Si je ne les reçois pas, je ne vais pas les inventer. J'ai eu la greffière, par exemple, ce matin. Est-ce qu'ils t'ont produit les preuves qu'ils ont envoyé des recommandés? Ah non, 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 parce que moi, en plus, je n'ai eu la… Ça, c'est encore des mensonges. Ils ne respectent même pas la loi, ces gens-là. D'accord? En fait, j'ai eu la greffière ce matin au téléphone qui m'accuse d'être de mauvaise foi et de ne pas aller chercher soi-disant les courriers. Donc, du coup, le dernier, là, j'étais soi-disant convoquée donc pour demain, donc le 30. Je suis convoquée par email et vous savez pourquoi? Parce que son huissier a perdu l'acte qu'elle lui a envoyé. Et elle me dit, c'est moi qui… Si, c'est ce qu'elle me dit textuellement. L'huissier… La greffière du tribunal de commerce? Alors, comment elle s'appelle? Françoise Bureau. Oui, c'est ça. Ah ben oui, j'ai son nom là. Donc c'est elle qui te dit au téléphone que l'huissier… Alors l'huissier, c'est qui? C'est Benoît Laruppe? Non, parce qu'elle ne veut pas me donner son nom. Elle ne veut pas te donner son nom. Parce que l'huissier, il n'a pas perdu le document, c'est parce que le document, ils ne l'ont jamais fait. Ah bah, c'est pour ça qu'elle ne te le donne pas. Écoute, franchement, Martine, si vraiment elle avait un vrai document, elle te l'aurait dit. Elle te l'aurait envoyé et l'huissier ne l'aurait pas perdu. D'accord? Donc là, tu as affaire à une menteuse qui est en train de couvrir un faux en écriture au sein même du tribunal. C'est ça la réalité. Alors maintenant, moi je l'accuse là devant, et si jamais j'ai tort, surtout qu'elle m'attaque pour diffamation. Surtout qu'elle m'attaque. Parce que là, ce genre de turpitude, je la connais par cœur, elle se pratique dans plein d'endroits. Donc soit on a une réalité des faits, soit tu as reçu des recommandés, elle a la copie des lettres recommandées, avec des retours comme quoi tu n'as pas accepté de le recevoir. C'est marqué sur les AR. Ah ben, c'est ce qu'elle m'a reproché au téléphone, de ne pas avoir été chercher des… Alors, soi-disant, le facteur me met un papier dans la boîte aux lettres pour dire qu'il y a un recommandé qu'il faut que j'aille chercher, soi-disant que je ne vais jamais chercher. Donc, elle a un retour. Je lui dis, mais pour aller les chercher, il faut déjà avoir reçu. Faut que non, mais ça, écoute, franchement, Martine, si elle ne peut pas prouver qu'elle a envoyé des lettres recommandées et que c'est revenu pour non-réception, ça veut dire qu'elle ment. Parce que quand la Poste ne peut pas le remettre, elle le mentionne sur le recommandé. Et ils sont obligés de garder la preuve comme quoi tu n'es pas venu le chercher. Donc maintenant, la greffière, qu'elle nous montre ces preuves-là, d'accord? Et après, parce que c'est ce qu'il faudra exiger, je vais en parler à notre ami commun dont on a parlé tout à l'heure, pour qu'il demande la copie certifiée des recommandés qui ont été envoyés et que tu aurais éventuellement refusé. D'accord? Ça, c'est un maillon qui est important parce que c'est comme ça qu'ils construisent des mensonges, Martine. C'est comme ça. Et après, derrière, ils vont dire que tu n'y es pas allé. C'est la technique. C'est la technique qui existe dans plein de tribunaux où la victime devient coupable. C'est comme ça qu'ils font. C'est leur manière. J'ai même appris dans le jugement de 2021 que, soi-disant, un médiateur s'était déplacé à 2 reprises à mon domicile, avait fait le tour de chez moi, alors qu'il ne peut pas faire le tour. T'as le nom, ce monsieur-là, non? Non. Oui, j'ai dû te le donner, mais là, je ne l'ai plus en tête. Un médiateur, pas un conciliateur, c'est pas la même chose, hein? Je crois que c'est médiateur. J'ai un conciliateur, monsieur Debosc, mais c'est pas ça. Eh ben si, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc alors lui, il se serait déplacé à 2 reprises. Oui. Il aurait constaté donc effectivement que chez moi, les prairies étaient hautes et que, soi-disant, d'après lui, il n'y avait pas d'activité d'élevage, sachant que ce monsieur n'est jamais rentré chez moi, que moi, je ne l'ai jamais vu. À 2 reprises, quand on va chez une personne, déjà, on sonne. Je suis toujours chez moi, donc
Et ce monsieur de la route, il peut voir qu'il n'y a pas d'élevage, sachant qu'une chevrerie, ça se situe à l'intérieur. Non, mais voilà, C'est pas des vaches, hein, ils vont. Non, 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 Alors, non, mais c'est voilà. mes vaches, enfin mes chèvres, elles allaient en extérieur. Mais comment il peut lui dire de la route, qui est quand même, alors pas loin, loin, mais d'une certaine distance, comment il peut dire, parce qu'il voit des hautes herbes, comment il peut dire qu'il n'y a pas d'élevage? Il vient à 2 reprises. Mais comment on peut juger comme ça? Et tu as la copie de ces écritures-là ou pas? Ah oui, non ça je l'ai, ça je l'ai. D'accord. Donc là, tu peux l'attaquer en faux en écriture alors. Parce que si c'est des mensonges, il ne faut pas avoir peur de les attaquer en faux en Eh ben, écriture. c'est des mensonges. Est-ce qu'il est venu? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, ce monsieur. Enfin, Bon, les ben, gens oui, qui mais voient- alors, attends, le faux en écriture, c'est aussi parce que peut-être qu'il dit qu'il est venu puis qu'il n'est pas venu. Mais en plus, mentir sur ce qu'il écrit, d'accord? Et en plus, mentir sur le fait de dire qu'il est venu puis qu'il n'est même pas venu, c'est une hypothèse qu'on peut projeter en fait. Eh Hein? ben, moi, je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu. Une chose que je peux confirmer, par contre, c'est que je ne l'ai pas vu. Moi, je vois mal quelqu'un venir à 2 reprises chez vous, ne pas sonner, ne pas essayer de rentrer et de dire, ben voilà, moi, je vois de l'herbe. Voilà, c'est vrai, il n'y a Parce plus que je ne comprends d'élevage. pas, Martine. Tu as une sonnette à ta porte? Ah bah bien sûr. Ah, donc tu peux entendre la sonnette alors s'il appuie dessus. Non seulement j'ai une sonnette, mais à l'époque aussi, j'avais 3 chiens. Donc, et les chiens, ils n'ont jamais aboyé. Hein? Eh ben non, ben non. Bon. Eh ben, tu as de la chance d'avoir une sonnette et d'avoir des chiens. Parce que là, ça prouve déjà que tu as affaire à des menteurs qui sont jamais venus. Parce qu'ils se seraient fait peut-être mordre. Si encore il avait dit je suis venu, j'ai pas pu rentrer parce que j'étais mordu par un chien, on aurait pu le croire. D'accord? Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le Ben, cas. là, faut avouer que de toute façon, il y a un portail fermé. Donc, Ouais, non, il ne non, peut mais pas bon, rentrer en tout et cas, il doit absolument sonner. je rigole parce que quand je vois la manière dont ils construisent les mensonges, d'accord? Et là, parce que moi, je commence à en avoir marre de me battre tout le temps contre les mensonges, dans la manière dont ils mettent ça en place, d'accord? Donc là, tu te retrouves avec une dame qui t'a changé ton statut, tout simplement parce que elle devait percevoir des commissions. En tout cas, elle avait un intérêt financier à ce que tu changes de statut. Donc, ton statut, en plus, il t'oblige à payer des cotisations avec des avis de cotisation que tu n'as jamais reçus. Ben D'accord? non. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient un autre inspecteur, un conciliateur, un contrôleur, pour vérifier si ton terrain, il était bien, éventuellement, exploitable pour des bêtes. D'accord? C'est ça. Et lui, il dit que non. Donc, c'est tout juste, il n'a pas mis un rapport que tu avais fait de la culture, hein, Ah, éventuellement, à mais la place. sur le jugement, ils mettent polyculture. Et moi, je leur ai dit, mais il n'y a jamais eu de polyculture. Donc là, mais ça, sur le jugement, c'est le jugement de qui marque polyculture? Eh ben, le jugement du liquidataire judiciaire. Et donc, il s'appuie sur quoi? Sur le rapport de cet expert-là? Ah ben, je ne sais pas sur quoi il se. Eh ben, il faut leur demander. Il faut leur demander à ces experts qui c'est qui a donné les mentions pour que le mandataire, liquidateur, il puisse écrire ça dans un rapport. Autrement, c'est un rapport mensonger avec escroquerie à la clé. C'est ça la réalité. D'accord? Parce que les mensonges, c'est une chose, mais tenter d'escroquer de l'argent aux gens, c'en est une autre. Et pour l'instant, ce que tu vis, c'est des mensonges avec tentative d'escroquerie à la clé. Donc moi, je fais des affirmations, je leur demande de maintenant de contrôler ce que je dis, ce que j'affirme, sous preuve, avec des preuves. Ils amènent des preuves. Autrement, mes affirmations, elles sont bonnes. Donc là, tu as un mandataire qui a fait des faux en écriture pour pouvoir justifier d'honoraires dans ses... Peu importe, mais en tout cas, pour justifier sa liquidation. Donc maintenant, le montant qu'il te demandait, tu l'as. Est-ce que tu as reçu un acte d'huissier en t'exigeant une somme? Est-ce que tu as un montant? Même pas. Non, non, c'est que là, demain, il m'avait donc posé un rendez-vous pour, soi-disant, clôturer cette liquidation, sachant que 2 jours auparavant, non, le 5 mai, pardon, il y aurait eu aussi un jugement auquel je n'étais pas du tout au courant,
que ça a été repoussé là. Donc, il m'envoie 2 jours avant la convocation et par email pour la clôture. Bah, moi, je peux clôturer quoi? Je ne suis même pas au courant. Je suis Non, mais au courant. attends, parce que là, attends, parce que je fais attention, d'accord? Oui. Soit ils se sont aperçus qu'il y avait trop de mensonges et ils vont essayer de faire une clôture pour boucler cette affaire-là sans faire trop de vagues, parce que ça peut arriver. Déjà, il va falloir qu'on m'explique pourquoi une liquidation judiciaire a lieu 2 ans et demi après la fermeture. Moi, je veux bien parce qu'ils ont essayé de se faire un peu d'argent. C'est simplement ça. Il faut savoir quand même qu'il y a une loi. Au bout de 2 ans, il y a un délai de forclusion. Ils ne peuvent même pas réclamer. Non, mais je sais. Le problème, c'est que tu n'as pas de passif. Donc, ils te liquident. Alors, c'est ça que j'essaie de comprendre. C'est qu'est-ce qui tombe? Parce que quand on liquide une entreprise, c'est très simple. Soit tu l'arrêtes, d'accord? Tu fais ce que tu avais fait, toi, en 2018. Tu faisais une radiation, c'était fermé. Comme tu n'avais pas d'emprunt, tu n'avais rien, tu n'avais pas de dette. OK? C'est clair. Voilà. Or, eux, ils ont créé ce qu'on appelle une liquidation judiciaire parce que ils avaient changé ton statut en passant de cotisant solidaire à exploitant agricole. Et derrière ça, ils ont dû inventer des charges, mais qui t'ont jamais envoyé. Bah déjà, ne serait-ce que l'appel de cotisation. Voilà, d'accord. Donc ça déjà. Donc là, tu te retrouves, toi, avec peut-être la naissance d'une fausse dette qui les emmerde tous. Parce que ça a été créé, mais comme tu as fermé ta boîte, ils sont comme des cons. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont liquider la société. Parce que c'est sur la déclaration, à mon avis, dans le passif du mandataire, il doit y avoir que les cotisations MSA. Et rien d'autre. Ah ben, il n'y a que ça. D'accord. Donc, cependant, ils ont quand même pris ma maison avec. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ben si, parce que comme moi j'étais mariée sous le régime de la communauté, ils ont tout englobé avec. Tout. Oui, mais attends. Une maison. Non. Ne confondons pas le fond et la forme. D'accord? La maison, tu as un emprunt. Tu as un emprunt et tu as ce qu'on appelle une caution, voire même une caution solidaire sur la valeur de l'emprunt. D'accord? Mais à aucun moment, il y a un lien entre ton prêt, ta maison et l'exploitation. Eh ben, il n'y a pas de lien. Si tu as une autre procédure qui est attachée à ce qu'on appelle l'adjudication de ta maison, voilà, par saisie d'huissier, ce n'est que la banque qui peut l'initier parce que le prêt n'est pas soldé. Et personne d'autre. Pourquoi? Parce que tu dois avoir un article de presse qui annonce une adjudication, d'accord? Et normalement, dans les procédures, la banque donne son nom et annonce le montant de ce qui est dû. Et normalement, l'adjudication se fait sur la valeur de la dette restante. Donc, tu m'avais dit tout à l'heure que c'était grosso modo 55 000 euros qui restaient. 57, oui. 57. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque, on peut donner le nom de la banque? Oui. Bien sûr, Crédit Agricole. C'est le Crédit Agricole. Donc, alors le Crédit Agricole, il est souvent complice avec la MSA. Hein, donc, oui. mais ça, c'est à part. Le Crédit Agricole, lui, il avait financé l'achat d'une maison en couple, à toi et à ton ex-mari. D'accord? Il y a un moment donné, vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas payer, vous avez payé 11 années sur 15 et ils vendent le bien. D'accord? Alors, je ne vais quand même pas jeter tout sur la banque, mais on n'a pas pu finir nos échéances parce que la banque nous en a empêchés. D'accord, mais ça, c'est d'accord. Mais attends, parce que moi, quand j'ai appelé au niveau de Agri 72, quand je lui ai expliqué que je n'arrivais pas à trouver de solution pour échelonner mes prêts, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, dans ces cas-là, vous fermez votre entreprise, vous réglez votre problème de prêt et vous réouvrez votre entreprise. J'ai dit non. Non, mais là, parce que justement, ce que j'essaie de comprendre, d'accord, pour que les gens comprennent, parce que moi,
Je connais ça, vu ce qu'on m'a fait, je sais comment ça se pratique et je sais ce qu'ils sont capables de faire. D'accord? Pour l'avoir vécu moi-même. OK? Donc, quand je te parle de certaines choses, c'est que je peux affirmer des choses parce que moi-même, on me l'a fait et moi-même, je l'ai vécu. Donc, ta banque, c'est elle qui fait la procédure pour faire ce qu'on appelle une vente par adjudication pour récupérer le solde du prêt. On est d'accord? Oui, ça là-dessus, oui. Donc maintenant, peut-être même que tu as un article de presse qui prouve que le montant qui a été en adjudication était la différence à régler. Peut-être même que la vente, elle était faite à hauteur de 57 000 euros. À moins que ça. Moins que ça. Moins que ça. Ah oui, quand l'huissier est venu estimer, il a dû estimer, je ne sais plus, c'est 47 000 euros. Non, non, mais attends. Ça, attends, qu'on soit clair. C'est l'estimation du bien. Oui. Alors attends, c'est-à-dire que la banque, où il te reste encore 57 000 euros qui représentent 4 années, tu as dû emprunter au moins 150 000 euros. Bah, pour ne rien cacher, la maison avec les frais, c'était un petit peu plus de 200 000 euros. D'accord. Et là, l'huissier, il vient et il déclare que la maison ne vaut que 47 000. Oui. Donc là, déjà, tu as une première escroquerie. Ben oui. Tu as une escroquerie en complicité avec l'huissier qui dévalorise la valeur du bien. Mais pourquoi? Est-ce que tu as compris pourquoi? Ah ben oui. Donc, pourquoi? Parce que comme tu dois 57 000 euros, d'accord? S'ils dévalorisent à 47 000 euros la valeur du bien, ils vont faire en sorte que la maison soit vendue que 57 000 euros, d'accord? Sûrement à des complices autour d'eux, de telle manière que ça solde le prêt. Parce que si jamais c'était vendu plus cher, ils seraient obligés de vous redonner de l'argent. Mais ils vont être obligés puisque en fait, mon mari, puisque moi, en fait, mon entreprise, je ne sais pas comment ils l'ont, parce que moi, mon labo et tout ça, il reste. Hein. Et donc, mon ex-mari, lui, a fait appel. Alors, quand bien même l'idée de l'argent, mais il a très bien fait. Ça, je ne vais pas dire quoi que ce soit. Lui, il a fait appel. Il a dit non, moi, ma maison, elle vaut plus cher que ça. D'accord, ben, il a bien fait. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Tu vois? C'est ça. Il a fait appel il y a combien de temps? Eh ben, dès qu'on a reçu le papier comme quoi il y avait une estimation à 47 000 euros, c'est dans ces eaux-là, lui, bon, il a pris les devants. C'est quelqu'un de très argent, donc bon, sur le coup, je lui donne raison. Non, non, mais il a même très très bien fait. Il a très bien fait parce que en effet, c'était exactement ce que j'étais en train d'expliquer mécaniquement. Si vous deviez en valeur de prêt que 57 000 euros puis que vous aviez payé 200 000 euros, il n'y a aucune raison qu'il la vende 47 000. D'accord? Ah, d'accord. Donc là, ton ex-mari a eu parfaitement raison. Ah oui, et j'espère même qu'il va aller au bout de telle manière que le prêt soit éventuellement soldé, mais qu'il vous reste de l'argent. D'accord? Ah bon, oui, il va. Donc maintenant, alors là, on est dans on va dire, dans une procédure, mais qui n'a rien à voir avec la liquidation. Maintenant, comment ils font pour intégrer ta maison dans la liquidation? Ah ben, ils considèrent que l'argent de la maison, ils vont prendre l'argent de la maison pour se payer ce qu'ils considèrent, eux, leur cotisation MSA. Non. Là, c'est là. Soit la banque Crédit Agricole est complice avec la MSA, d'accord? Parce que moi, j'ai pas peur de faire des accusations, hein, je te le dis tout de suite, hein, d'accord? Mais si votre maison, d'accord, elle ne garantissait qu'il n'y avait pas de caution, pas de nantissement, pas d'hypothèque engagée par la MSA. Hypothèque quand tu achètes une maison. Oui, mais c'est par la banque. Oui, par la banque. C'est par la banque. Maintenant, ce qu'il faudra regarder, c'est s'il y a des gens qui ont inscrit des hypothèques complémentaires, d'accord? Mais là, il faut qu'ils le prouvent. Il faut qu'ils le prouvent. Parce que j'ai peur que la complicité entre le Crédit Agricole et la MSA se fasse à ce niveau-là. Maintenant, on n'a pas peur de dire que, de toute façon, la MSA, elle a fait des faux appels de cotisation avec de l'argent qui n'est pas dû, d'accord, et qui n'avait jamais été demandé. Or, dans la loi française, il y a quelque chose qui est très simple. Il y a une loi précise qui dit
que la novation ne se présume point, elle doit clairement résulter de l'acte. Alors, qui nous amène des actes avec l'authentification des montants, d'accord, avec la preuve qui t'avait demandé l'argent, avec la preuve qu'il y avait des réclamations, comme quoi tu n'avais pas payé, avec des rappels, d'accord. Ils nous amènent tout ça, et si jamais ils peuvent prouver ça, peut-être que là, il y aura une obligation de payer. Mais pour l'instant, la MSA doit amener ça. Ce que je demande aussi, c'est sur quoi se sont-ils basés pour la cotisation? Non, ben justement, non, mais attends, là, alors, soit ils font ce qu'on appelle une taxation forfaitaire, d'accord? Ils disent, voilà, donc, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont fraudé ton statut en changeant ton cotisant solidaire en exploitant agricole. Oui. Donc, ils sont capables, en fonction d'une surface, de fixer un montant d'office, d'accord? Et après, de démultiplier, c'est tout. Hein, ils sont capables, grâce à quelques chiffres que Madame Versignac, c'est ça? D'accord? Versignac, d'accord. Bon, c'est peut-être elle qui a mis des chiffres qui ont permis, après, à la MSA de taxer. Bon, elle met des chiffres. Il suffit de, comme ils ont fait, hein, de déclarer mes terrains en polyculture. Ça veut dire que même mon terrain privé autour de ma maison serait en soi-disant en polyculture parce qu'ils ont pris la totalité de mes terres en polyculture. Ben, c'est pas possible. Déjà, il y a la maison. Bah alors, donc, moi, franchement, Martine, vu les faux en écriture qu'il y a, tu as tout intérêt avec des gens qui sont autour de toi, notamment une association que je connais, d'accord, qui travaille on peut la nommer parce que il fait du très bon travail et d'accord, donc qui est un ami que je salue bien bas ici parce que je peux le saluer, il me connaît. Aujourd'hui, on a beaucoup œuvré tous les deux et donc là, je l'appellerai parce que comme j'ai la chance de travailler aussi avec lui en complémentarité, je lui demanderai s'il a l'idée d'imposer une procédure de faux en écriture, parce que là, il y a plusieurs faux en écriture avec tentative d'escroquerie à la clé. D'accord? Mais ça fait partie de la procédure. Et dedans, j'ai aucun doute qu'il y a ce qu'on appelle une collusion de personnes entre le mandataire. Donc, alors tout à l'heure, je t'ai envoyé dans la liste de noms que tu m'as envoyé, je t'ai envoyé tous ceux qui faisaient partie de la franc-maçonnerie et dans quelle loge ils étaient. T'as remarqué? Ah oui, oui. Donc, eh ben, à mon avis, les principaux menteurs, tu les retrouves. Ben, c'est incroyable. Oui, ils sont même majoritaires. Ça veut dire qu'on n'aura pas peur de donner les noms, on n'aura pas peur de publier. J'ai la chance de travailler aussi avec des gens qui dénoncent ce genre de mécanisme. Donc là, ce que je voudrais maintenant, c'est que tu essaies de savoir, parce que est-ce que tu as eu la copie du jugement de liquidation? Est-ce que tu as eu une copie de ça? Est-ce qu'on te l'a signifié? Ben non, j'ai eu une première une signification, non, un truc de jugement du tribunal en 2021 qui a engendré cette Madame Coubard, là, la liquidataire judiciaire. Donc ça, attends, là, c'est une ordonnance qui la nommait comme mandataire judiciaire liquidateur. Voilà. D'accord. Donc ça, mais le jugement de liquidation… Il s'est passé un an. Manifestement, le 5 mai, il y aurait eu au tribunal quelque chose qui est passé dont moi, je n'étais pas au courant pour que cette liquidataire judiciaire ne clôture la liquidation judiciaire. Cependant, sur quoi moi j'aimerais bien voir, je n'ai aucun originaux de papier. Ah, donc voilà, ça c'est hyper grave. D'accord, donc là. Alors je vais même aller plus loin que ça. Je vais même aller plus loin que ça. Ça ne concerne pas que la MSA, puisque la MSA c'est simple. Manifestement, ils mettraient des dates et puis des montants. À quoi ça correspond, on ne sait pas. Mais alors moi, ce que je ferai, je te le dis tout de suite, donc tu m'enverras par email ton numéro de RCS avec la qualification de ta société et j'irai voir sur Infogreffe s'il y a un historique de procédure. D'accord? Donc je le dis là tout de suite en net. Donc on regardera toutes les pièces qu'ils ont publiées qui concernent ton entreprise.
et je regarderai si on peut les avoir en copie, d'accord? Mais il faut qu'on vérifie s'il y a vraiment eu une procédure qui a été respectée, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que… Jusqu'à la banque qui, au début, ne voulait, parce que je n'avais pas les offres de prêt originaux et les tableaux d'amortissement originaux. J'ai eu du mal à les avoir et je n'ai pas eu les originaux et j'ai pas tout eu. Donc, sur quoi la liquidataire judiciaire s'est fiée? Sur quoi elle a… Non, mais là… Bon, alors, attends, moi, je vais te dire honnêtement, pour que tu comprennes bien ce qu'ils sont capables de faire. Si moi, ici, j'affirme qui sont capables de faire des faux en écriture, c'est parce que je l'ai vécu. Si je suis capable d'affirmer, par exemple, que des abandons de créances, ils sont capables de les dissimuler, de les détourner, c'est parce que je l'ai vécu. Ils sont même capables d'inventer des dettes qu'un président de tribunal de commerce avec le commissaire-priseur va accepter alors que tu prouves qu'ils auraient dû la rejeter. Je fais ces affirmations-là parce que j'ai fait des vidéos, d'accord? J'ai même la prétention ici-bas, devant toi, de te parler d'une vidéo où j'ai traité ma mandataire en vidéo de salope, avec son nom et sa photo, pour qu'elle dépose plainte contre moi, pour pouvoir sortir les pièces que j'ai mis avec. Ça fait plus de 5 ans, j'en suis à plus de 45 000 vues, elle n'a toujours pas déposé plainte contre moi. Donc, les mandataires qui travaillent comme ça, moi, j'ai pas peur de les accuser. Quand tu as des pièces qui prouvent, eux, s'ils affirment, il faut qu'ils amènent des pièces qui prouvent. Donc, j'aimerais quand même préciser une chose. C'est que la greffière, par exemple, ce matin, m'accuse de ne pas prendre les recommandés et qu'ils lui sont retournés. Sauf que moi, je ne les ai pas, les recommandés. Cependant, si elle a pris le temps de m'envoyer, de faire la demande à Madame Coubard, donc une liquidataire judiciaire, de m'envoyer un mail pour une convocation dans les 48 heures, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant? Non, mais voilà, non, mais attends, mais là… Moi, je veux bien qu'on me dise que l'huissier, il n'a pas pu produire son acte, il a perdu. Ça, pour moi, ce genre d'acte, ça prouve simplement qu'on a affaire à des menteurs. C'est la preuve. C'est la preuve. Il reste même tu as des procédures à respecter, tu as des règles à respecter. De toute façon, une convocation à un tribunal par un email, c'est pas possible. C'est pas légal. Là, on est d'accord qu'on parle bien du tribunal de commerce, hein? Oui. D'accord. Donc, voilà. Parce que là, c'est le tribunal pour faire la clôture de ta liquidation. Qui ne devrait même pas exister. Donc là, écoute-moi, pour l'instant, on a posé les bonnes questions. Je te le dis tout de suite. Hein, moi, je trouve que tu vas avoir derrière… je dois dire aussi que la MSA, puisque mon mari et moi, nous sommes en divorce, la MSA avait aussi interloqué l'avocat de mon ex-mari. Mais à quel niveau? Eh bien, pour ses cotisations MSA. À ton mari? Oui. Mais je ne comprends pas. Lui, il avait toujours son activité professionnelle. Mon mari, oui, travaille en entreprise industrielle. Mais là, tu vois le genre d'escroc qu'on a. Et donc, moi, mon ex-mari m'a envoyé un jour un message en me disant la MSA, elle me réclame ça. Il le sait par l'intermédiaire de l'avocat de mon mari. Donc, déjà, la MSA, comment elle a fait pour déjà connaître le nom de l'avocat de mon mari? Enfin, Non, mais là. Et moi, mon avocat, il n'a rien reçu. Et c'est quand même curieux. Alors, là où je les trouve vicieux, c'est qu'ils ont été voir l'avocat de mon mari parce que mon mari a une activité salariée. Il a un salaire. Non, mais franchement, là, alors que s'il a une activité de salarié, il n'a rien à foutre dans la MSA par rapport à ton activité propre à toi. Eh bien non, mais à lui, à l'avocat de mon mari, ils ont aussi réclamé une somme déjà, une somme qui a priori ne correspondrait même pas. Je serais quand même curieux de savoir quelle est la légalité juridique d'une entreprise comme la MSA. Il n'y en a pas. Il y a pas de, ils ont pas de statut juridique. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Alors, attends. Donc là, on a comment dirais-je, une activité juridique qui est importante, d'accord?
Et je, je vais voir, moi, avec les juristes avec qui je travaille, si j'ai des options pour toi pour pouvoir entamer des procédures. D'accord, hein? Mais là, je crois qu'on a fait déjà le tour de ton affaire, grosso modo. Parce que là, tu as quelque chose. Un point. Hein? C'est que lorsque, donc, à un moment donné, donc moi j'avais arrêté mon activité depuis 2 ans et demi, donc il y a l'histoire de la liquidataire judiciaire et tout ça. Au mois de juin 2021, ou fin d'année 2021, je n'ai plus trop les dates en tête, je reçois un appel de cotisation, cette fois-ci, alors que je ne suis plus en activité, de cotisants solidaires. Donc, je les appelle pour leur demander pourquoi. C'est en quelle année, ça, Martine? Ça, c'est Là, quand? 2021. Et donc, je leur demande pourquoi une cotisation solidaire. Parce qu'ils me demandaient, attention, tenez-vous bien, de me muter mes propres terres. C'est-à-dire que c'est des terres que j'ai achetées en 2005, qui m'appartiennent de base. Donc, oui, il y a eu la chèvrerie, mais pour qu'ils ne me demandent plus de cotisation, il faut que je me mute mes propres terres. Donc, j'ai appelé. Là, franchement, là, attends, c'est de la connerie absolue, ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai donc appelé le syndicat des agriculteurs pour savoir qu'est-ce que c'était que ça, puisque ces terres-là m'appartiennent à la base. Qu'il y ait à la limite polyculture ou pas polyculture, ben, elles m'appartiennent toujours. Aujourd'hui encore, elles m'appartiennent encore. Et me demandent de me muter mes propres terres. À mon avis, il y a encore une entourloupe là derrière. J'ai gardé les papiers puisque pour avoir la paix, je l'ai envoyé donc en renvoyant quand même la copie de l'acte d'achat de cette maison avec les terres avec monsieur et madame, en leur précisant que ces terres n'avaient jamais été en polyculture et que je l'ai signifié dès le début et que je n'arrête pas de le dire et qu'il faudrait qu'ils l'entendent. Et, et je leur ai dit aussi par téléphone, mais vous vous rendez compte que je suis en train de me muter mes propres terres? Mais ça va pas ou quoi? Non, mais voilà. Donc là, on a affaire à des escrocs. Mais... Et le syndicat des agriculteurs, quand je lui expliquais, il ne comprenait même pas de quoi je parlais parce qu'il n'avait jamais entendu parler de ça. Et donc, il m'a dit, bah, écoutez, pour avoir la paix, vous le faites. Bah, de toute façon, elles m'appartiennent déjà, je vais me les muter et puis c'est tout. Oui, mais fais attention qu'en les mutant, ça n'enclenche pas des frais. Parce que peut-être que derrière, ils ont un objectif de créer des frais. Ben, qu'ils envoient. Ça va suivre le reste du dossier dans lequel on va être et puis c'est tout. D'accord. Bon, en tout cas, Martine, bon, moi, je trouve que là, on a fait déjà le tour des principales questions qui entourent ton affaire. Oui. D'accord? Tu as quelque chose d'autre à rajouter ou on aura l'occasion après de revenir quand on aura travaillé avec Safalji, d'accord? Avec l'ami. Je pense qu'on aura l'occasion déjà pour avoir beaucoup plus de détails parce que moi, la première, je n'ai que 2 épisodes avec la liquidataire judiciaire et en 1 an, il ne s'est rien passé, même si on me dit que le contraire, moi, je sais qu'il ne s'est rien passé. Je dis aux gens, faites très attention. C'est pas que je n'ai pas fait attention, c'est que en fermant mon entreprise, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait mettre en liquidation judiciaire. Pour mon entreprise, en tous les cas, je ne devais absolument rien. Et quand bien même ils peuvent dire que je devais des cotisations, ils ne m'ont jamais envoyé l'appel des cotisations. Maintenant, je dis aussi, quand vous avez des biens personnels, là, vraiment, à moins de super bien s'entendre avec son banquier, et encore que je ne pense pas que ça fasse effet, où il faut trouver vraiment une alternative, parce que je pense que moi, dès l'instant où on ouvre une entreprise sur ses biens communs, de toute façon, je crois que c'est voué à l'échec, à moins de faire partie. Moi, je suis une petite salariée, je ne suis pas une grande, j'avais une petite entreprise qui tournait. Et puis voilà, après, évidemment, effectivement, ça s'est un peu cassé la figure. Enfin, ma santé en a pris un coup. Moi, depuis, je ne peux quand même plus travailler, mais parce que il faut quand même comprendre que quand bien même mon ex-mari a commis lui-même des impairs, ça, c'est
je ne vais pas lui enlever les impairs mais je veux dire, toute cette histoire au niveau de la banque et tout ça, ça n'a pas arrangé non plus. Mais bien sûr, non, mais bien sûr. Mais en fait, je pense qu'après… j'étais entre l'enclume et le marteau. C'est mais je me doute la que banque, là, il y a… j'avais le mari. Bon, en tout cas, nous, on a fait une présentation en séparant bien les choses pour que les gens comprennent bien. Hein, et donc, il n'y a pas d'attachement. Après, qu'il y a de la turpitude et des magouilles autour pour justement faire une jonction, justement pour essayer de récupérer de l'argent, ça a le mérite au moins de poser des questions. D'accord? Et là, les gens, ils ont intérêt à vérifier les pratiques qu'on rencontre quand les gens sont dans la perversité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Quand on est dans un milieu professionnel ou agricole ou même autre, mais l'agricole, je le découvre, en tous les cas, protégez vos biens propres. Voilà, mais c'est exactement ça. Mais c'est le message à faire. En tout cas, Martine, moi, je te remercie de ce témoignage-là. Et quand l'affaire aura évolué, si on doit refaire un rendez-vous, eh ben, je te redonnerai un rendez-vous. Tu es d'accord? Oh oui, 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 merci à toi. Et puis, j'espère vous apporter quand même beaucoup plus de détails afin d'aider les gens qui sont dans ma situation ou qui vont l'être malheureusement là. D'accord. Beaucoup plus. Et rapprochez-vous des gens comme Pascal de Saint-Falgy, comme Christophe, et des gens qui sont très diligents et qui vous orientent aussi très bien. Ok. Bon, je te dis à très bientôt, Martine. Hein, oui. Et puis, on reste en contact, bien entendu. Je te tiendrai au courant de l'évolution. Et en attendant, je contacterai mon ami de Saint-Falgy pour voir ce qu'il a mis en place. Et peut-être que je lui ferai une ou deux suggestions. D'accord? Ok? D'accord, merci. Merci, Martine. Bonne suite à toi. À bientôt. Au revoir.